contexte de violence conjugale. Qui durait depuis au moins 1 an. Nabil Issaad, 46 ans, il avait été accusé l'année passée de voies de fait grave, de voies de fait armées contre la mère, Daya Kiela, 42 ans. Et la semaine passée, il y a quelques jours à peine, il avait été acquitté de ça, mais il devait respecter des conditions, dont de ne pas s'approcher d'elle. Les deux viennent d'Algérie. Lui, il avait la nationalité allemande, mais il était déménagé à Montréal il y a quelques années. Elle était à Montréal depuis une dizaine d'années. Elle avait commencé à travailler dans une bijouterie, elle s'était louée un petit 2,5, elle s'était acheté une voiture, elle a fait des études, elle a commencé à travailler dans une banque récemment et elle venait juste d'avoir une promotion. Tous les proches à qui j'ai parlé m'ont dit que c'était une femme hyper indépendante, une femme de tête. Elle avait 2 projets, cette femme-là, s'acheter une maison et avoir des enfants. Alors les deux se sont rencontrés, ils se sont mariés il y a 17 ans. Ils sont d'abord restés à Saint-Léonard, puis dans leur maison, sur place des Pointeries, où le drame s'est produit, à Pointe-aux-Trembles. C'est une maison qu'elle avait achetée seule, elle était l'unique propriétaire. Ils ont eu leurs 2 enfants, un enfant, 2 garçons de 2 et 4 ans. Les premières difficultés ont commencé il y a quelques années, quand le père, l'homme, a eu un arrêt de travail. Elle avait pensé à ce moment-là à le laisser. Elle était restée à cause des enfants. Et ça a complètement dégénéré l'année passée. Il y a eu l'accusation de voie de fait armée. Et en début de semaine, environ, on n'a pas le moment précis, Issaad aurait révisé son engagement. Il serait allé à la maison, il l'a tué, elle et ses 2 enfants. Ensuite, il est allé à l'hôpital de Joliette. Là, il est monté au 6e étage. Il est sorti par une fenêtre pour se jeter en bas. Il est mort. Les policiers devaient annoncer cette nouvelle-là à la famille. Mais finalement, c'est là qu'ils ont découvert les 3 corps. Moi, j'ai parlé avec une amie de la mère hier qui est au Maroc. Quand je lui ai parlé, elle m'a raconté une femme qui était super autonome, qui était brillante. Et c'était surtout pas le genre de femme à tolérer la violence, peu importe le type de violence. C'était pas le genre de femme à garder ça pour elle. Je sais très bien qu'elle, avec son mari, c'était pas le grand amour. D'abord, c'était surtout un mariage de raison pour avoir une famille, des enfants et tout, mais c'était pas le but là. Elle était vraiment une femme très indépendante, elle était pas pratiquante, elle était très ouverte d'esprit, elle était tout le temps contre de ce qui se passait dans son pays, surtout côté droit femmes et tout. Donc, même si que ça va plus avec son mari, elle va se séparer, elle va vite fait reprendre ses habitudes, refaire sa vie. Elle avait déjà sa maison, sa voiture, son travail, ses gosses. Je lui souhaite là où elle est, peut-être le repos, peut-être elle en avait pas. Je lui souhaite la paix, elle et ses 2 petits anges. Encore bien des questions, on ne sait pas entre autres pourquoi il est allé aussi loin à l'hôpital de Joliette pour faire ça. Puis c'est le SPVM évidemment qui enquête. Oui, et je veux faire le correctif, je disais qu'il n'y avait pas de droit de contact avec sa femme et ses enfants, pas de contact avec sa femme, les enfants, il y avait des droits de visite. Je vais en parler avec Maître Sylvie Chim, qui est avocate en droit de la famille. Maître Chim, bonjour. Bonjour. On ne sait plus quoi dire quand des événements comme ça arrivent. Là, il y a tout le côté du suivi psychologique. Mais moi, je pense aux enfants, là, parce que ça arrive régulièrement qu'il y a des interdits de contact entre les ex-conjoints. Mais les enfants sont souvent d'abord victimes collatérales. Ils ont vu la violence conjugale. Parfois, eux-mêmes en ont été victimes de cette violence-là. Ils se retrouvent comme pris entre les 2 parents. Définitivement, c'est des dossiers très difficiles. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que quand le père est accusé au criminel, il y a des conditions de libération. Et souvent, on va interdire le contact avec sa conjointe, mais on ne va pas interdire le contact avec les enfants. Et on va laisser à la Cour supérieure, chambre de la famille, de décider de ses droits d'accès. Et ça arrive quand les enfants n'ont pas été victimes eux-mêmes de voies de fait, par exemple. Donc, la Cour supérieure, chambre de la famille, fait face à une demande, que ce soit la mère ou le père qui demande les droits d'accès, ou la garde partagée, ou la garde totale, et doit évaluer qu'est-ce que je fais avec les enfants, quel contact est-ce que je dois donner. Et les tribunaux ont eu une tendance de maintenir le contact des enfants avec le père violent ou d'écarter le débat en disant, écoutez, là, ça c'est un problème de couple, de violence conjugale et non pas familiale. Et donc, je vais regarder le dossier sans nécessairement tenir compte de ça, parce que les enfants n'ont pas été victimes directes de cette violence physique-là. Heureusement, et ça c'est une problématique qui existe, là, mais heureusement, la loi sur le divorce a subi une énorme réforme. Il va rentrer en vigueur en juillet 2020. Et dans cette nouvelle loi sur le divorce, on a mis une emphase très importante sur la question de la violence familiale. Et maintenant, on force les tribunaux à regarder la notion de violence familiale quand ils doivent décider sur la question de garde ou droit d'accès ou contact avec l'autre parent. Et on va considérer pas juste le fait que l'enfant a été lui-même victime, mais le fait que l'enfant, est-ce qu'il est exposé directement ou
de violence familiale. Mais j'ai une question, Maître Chef. Le fait, par exemple, mettons qu'on coupe les contacts avec les enfants. La conjointe, je comprends, là, mais avec les enfants, il n'y a pas un potentiel de faire exploser quelqu'un en disant « Hey, là, vous me coupez tous mes contacts avec mes enfants n'ont rien à voir là-dedans. » Ça aussi, certainement. Et on va tenir compte aussi que les enfants sont pris là-dedans parce qu'ils vont aimer ce parent-là. On sait que les enfants aiment les parents abuseurs, peu importe quelle sorte d'abus. Alors, les enfants veulent voir le parent abuseur, c'est certain. Alors, c'est face à ça que le tribunal, c'est cette question difficile que le tribunal doit trancher. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire aussi? C'est donner de l'importance et vraiment regarder comment est-ce que les enfants sont affectés. Donc, on peut, par exemple, donner des droits d'accès, mais on va le faire, mais peut-être supervisé. On va trouver une façon de faire ça, supervision. Des fois, ça peut être chez le membre d'une famille, de quelqu'un dans la famille. Ça peut être de différentes façons pour peut-être permettre un contact, mais en même temps protéger les enfants. Mais on donne une importance énorme dans la nouvelle loi sur le divorce, sur cette notion-là de la violence familiale, de l'impact sur les enfants, et les tribunaux vont être obligés d'analyser l'impact. Mais l'interdit, Maître Chion, l'interdit de contact, là, faire respecter ça, c'est pas compliqué à peu près. J'ai beau avoir une interdiction de voir mon ex-conjoint m'approcher de sa maison, de son travail, mais dans les faits, là, c'est dur à faire respecter. C'est très difficile à faire respecter. Puis on a un problème aussi, c'est que les maisons d'hébergement sont débordées. Il n'y a pas assez de place non plus pour les femmes pour aller se loger pendant cette période de crise, quand elles quittent, qui est le moment le plus difficile, qui est le moment le plus dangereux, c'est quand une femme dit à son conjoint « je te laisse ». Alors, c'est vraiment à ce moment-là que cette femme-là et les enfants ont besoin d'une protection. Nos maisons d'hébergement sont débordées. Alors, il n'y a pas nécessairement une solution magique à ça. Puis, je ne pense pas qu'on va terminer cette problématique-là du jour au lendemain. Mais au moins, on peut voir qu'on commence à donner une importance accrue dans notre législation et qu'on commence vraiment à le définir. Et ça va au-delà de la question juste physique, mais aussi psychologique. Et aussi, même dans la nouvelle loi sur le divorce, on va tenir compte les menaces de blesser un animal, parce que les hommes violents, ils vont souvent menacer de tuer les animaux domestiques de la famille. Il y a des femmes qui ne quittent pas parce qu'ils ne peuvent pas amener leurs animaux à la maison d'hébergement. Alors, imaginez-vous à quel point là, cette problématique existe. Merci beaucoup, Maître Schirm, Sylvie Schirm, qui est avocate en droit de la famille. On va tout de suite parler avec Marc. Comment ça va sur le réseau? On a de l'attente sur la 13 depuis 440 jusqu'à l'autoroute 40 à Montréal. L'autoroute des Laurentides, c'est un peu plus difficile présentement depuis Blainville pour la Rivière-des-Mille-Îles. Sainte-Rose, Curé-Labelle et 440 métropolitaine. 640 ouest avant la 335, Bois-des-Filions. 25 Terrebonne, c'est complet entre la 640, ça s'étire au-delà du pont de l'île Saint-Jean. Habituellement, ça repart à partir de l'île Saint-Jean, mais vraiment, là, c'est jusqu'à la jonction 25, jonction 440. Et ce n'est qu'à cet endroit où vous allez reprendre du rythme. La 40 Repentigny, c'est presque réglé pour Charles de Gaulle, pas mal moins pour l'échangeur Anjou à partir de Saint-Jean-Baptiste. 25 Sud, toujours pour l'échangeur Anjou, c'est Henri Bourassa, métropolitaine ouest d'Avio. En provenance de l'ouest de l'île, pour le pont de l'île autour, ça déborde depuis la 30. Par la suite, c'est avant Saint-Jean pour Sunnybrook. La 20 à Woodland pour Saint-Jean, la 13 pour Turcot. Et finalement, la rive sud, Mercier et Champlain sont les deux cas problèmes. Les autres traversées, c'est assez bien. Cependant, 132 Est, ça déborde pour Roland-Terrien. Et par la suite, ça déborde aussi pour l'accès à La Fontaine. Et je complète avec le prix de l'essence à Montréal, qui tourne autour d'1,27 $, le litre d'ordinaire. On va parler de stationnement parce qu'officiellement, donc, Stationnement Montréal disparaît. On crée une société gouvernement jusqu'au 11 mars pour réécrire la loi. Le ministre Lametti, lui, croit cependant que les Canadiens sont peut-être prêts à aller plus loin et à inclure des clauses sur les mineurs matures et sur le consentement préalable pour des gens qui seraient atteints de maladies dégénératives, comme par exemple le Parkinson. On écoute le ministre Lametti. Déjà, il y a une acceptation de l'aide médicale à mourir à travers le Canada à cause des expériences